Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes en train de nous rejoindre, on voit les participants qui arrivent sur le webinaire. On va attendre une trentaine de secondes avant de démarrer pour que tout le monde puisse se joindre. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur ce troisième webinaire de la Semaine internationale LCL, qui est consacré à la reprise par l'international, organisé avec le METI et Altios, évidemment, partenaires du LCL, Banque des ETI. Je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir des gens de bout du monde. Baptiste Rébier, qui est en France, mais qui représente Fermob, la célèbre ETI française de mobilier, design et coloré. Bonjour Baptiste. Bonjour. Zoé Zhou, qui est basée à Shanghai et qui est responsable du développement de notre bureau Altios Chine. Bonjour Zoé. Bonjour. Et puis Arnoul Darchot et Bruno Mascar qui sont basés à Singapour. Arnoul est Business International Développement consultant pour Altios Asie du Sud-Est et Bruno Mascar, associé fondateur d'Altios et dirige le hub Asie du Sud-Est, Asie Pacifique d'Altios. Et puis on a, mais malheureusement pas en caméra, mais on a Michel Demuinck qui est basé à Hong Kong, lui, et qui est responsable du desk Asie Pacifique CACIB. Bonjour Michel, de loin. Oui, bonjour à tous. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va passer une heure ensemble pour éclairer cette question, comment repenser son implantation sur ces marchés. En effet, chez Asie, Chine, Asie du Sud-Est. Michel, peut-être tu peux couper ton micro, ça sera beaucoup plus simple. Merci beaucoup. C'est des marchés qui sont très importants aujourd'hui pour la reprise mondiale parce que c'était les premiers marchés à être touchés par la pandémie et en même temps les premiers marchés à relancer l'activité. First in, first out en quelque sorte. Et donc, je vais passer directement la parole à Zoé, Arnoul et Bruno pour éclairer cette question, comment repenser son implantation en Chine et en Asie du Sud-Est. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour parler un peu de la situation post-Covid en Chine. En tant que premier pays qui revient de cette crise sanitaire, on constate un rebond très fort avec 18% de croissance économique pour le premier semestre 2021. En étant en Chine, on le vit et on le sent. Le tourisme pendant les vacances du 1er mai a tellement explosé que le gouvernement a dû limiter les entrées autorisées pour certains sites touristiques. Près de 58 millions de départs ont été enregistrés pendant cette période, avec un record de 60 millions de véhicules circulant pendant la journée du 1er mai. Avec le retour des activités retail, la Chine a retrouvé son niveau de consommation d'avant-crise. Et le rétablissement est venu aussi avec des changements. Si le Covid a accéléré les activités e-commerce, cette habitude est restée aujourd'hui ancrée chez les Chinois. On compte en moyenne plus que 7 heures par jour par personne sur Internet. Et c'est 20% plus de temps par rapport au 2019. La crise a aussi renforcé l'importance du bien-être pour les Chinois. Cela se traduit avant tout sur les prix agroalimentaires en Chine. Il y a une augmentation de 11% par rapport à 2019, ce qui prouve que les Chinois mangent de mieux en mieux. Ils recherchent plus de la qualité aujourd'hui. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle pour la France, qui est reconnue en Chine pour sa gastronomie. Alors, voici quelques nouvelles importantes à savoir. La Chine a pris la tête désormais des destinations mondiales des investissements directs de l'étranger. Les frontières sont toujours fermées en Chine.
qui n'est pas une nouvelle en soi, mais il est important de savoir qu'il n'y a toujours pas de date de réouverture prévue. Et fin mai 2021, la Chine a sorti la politique du troisième enfant pour faire face au vieillissement de la population. On attend donc une croissance continue du secteur infantile. Et finalement, l'Internet a explosé, non seulement dans les habitudes de consommation, mais toutes sortes de nouvelles plateformes ont aussi émergé, comme TikTok et Bilibili, ainsi que l'usage d'applications permettant toutes un contact direct avec les clients, si bien que le point de contact entre marques et consommateurs s'est hyper fragmenté. Le slide suivant. Merci. Voici le slide suivant. Voici un scoring des 500 fortunes en Chine en 2020 et leur répartition industrielle. Les secteurs porteurs sont la finance avant tout, suivi par le secteur agro, la télécom, l'immobilier, l'automobile et le médical santé. Les cours en ligne, les jeux vidéo et la santé médicale ont connu leur succès pendant cette période de crise. Par contre, on ne sait pas si ce succès est éphémère ou pas. Personnellement, je pense que les cours en ligne et l'upgrade dans le secteur agro vont se maintenir, car c'est une évolution de la mode de consommation. Une fois qu'on passe à l'étape suivante, on ne peut pas rétrograder. Chez Altios Chine, on est sur un dossier d'éducation et nos interlocuteurs s'étonnent presque tous que le projet ne soit pas équipé d'un plan de développement en ligne. Ceci dit, avant de venir en Chine, il est important de comprendre l'évolution des modes de consommation. Cette évolution existe dans tous les secteurs. Il faudrait la saisir pour garantir au moins les 5 premières années de succès une fois que vous êtes en Chine. Ce qu'on peut dire aussi, ce sont les secteurs émergents qui tirent toutes les sociétés périphériques vers le haut, comme l'exemple des véhicules électriques avec les entreprises ou la technologie des batteries, la modernisation de la Chine avec les entreprises dans les services comme design, les sociétés de normes, etc. Le slide suivant. Le slide suivant. Merci, Capucine. Pour finir, je synthétise 3 clés pour réussir son développement post-Covid en Chine. D'abord, une équipe locale pour gérer l'interculturel. Alors, parmi nos clients qui se portent bien depuis la crise, je cite l'entreprise JJA, que la plupart d'entre vous ont connu peut-être sous leur marque retail Atmosphera ou Esperide. Ils ont une équipe de vingtaine de personnes en Chine depuis 6 ans. Et cette équipe gère le sourcing achat logistique pour le groupe en France. La deuxième clé est de préparer votre stratégie en ligne. On connaît tous l'importance de la stratégie digitale pour se développer en Chine. Mais comment? Il est difficile d'approfondir le sujet ici avec peu de temps qui me reste. Mais s'il n'y a que 2 choses à comprendre, je dirais avant tout l'influence ou le pouvoir des réseaux sociaux en Chine. Il est omnicanal des plateformes existantes en Chine. Et la dernière clé est l'implantation locale. Ici, je ne cite pas le nom, mais c'est une entreprise dans la boulangerie. Ils ont fait exploser leurs revenus depuis la crise, au point qu'ils n'arrivent plus à fournir les demandes en Chine depuis la France. La capacité de production est trop limitée en Chine.
qui les amène à réfléchir à une stratégie de croissance externe pour répondre aux besoins locaux. Et voilà, je vous remercie pour vos écoutes. Merci beaucoup Zoé. Donc nous allons parler de l'ASEAN. Donc l'ASEAN, c'est 10 pays qui sont des États membres. Alors il est très important de noter que l'ASEAN est un marché monolithique, c'est-à-dire c'est à peu près comme l'Europe. Vous avez des grosses différences aussi bien politiques, économiques que culturelles. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, nous avons mis une petite carte de la France, juste pour vous rendre compte de la taille que l'ASEAN a dans le monde. Au niveau de la population, nous sommes à 655 millions d'habitants et un PIB de 3,3 milliards d'euros. Oui, d'euros, ouais. La slide suivante, s'il te plaît. Donc ici, nous avons répertorié les 6 pays clés donc de l'ASEAN, c'est-à-dire Singapour, le Vietnam, Malaisie, Thaïlande, Indonésie et Philippines. Nous vous avons mis les PIB donc, de cette année et également les PIB en 2050. Donc, important de noter que le PIB, par exemple, du Vietnam a une croissance de près de 7%, ce qui est énorme, avec Singapour, par exemple, qui est à 0,7%. Par rapport à la population, vous avez des pays comme l'Indonésie et les Philippines avec 270 millions d'habitants et les Philippines avec 108 millions d'habitants respectivement. Par ailleurs, important de noter que au total, donc en 2020, vous avez un total de 2,35 billions de PIB, toujours en euros. Et d'ici 2050, ces 6 pays auront un total de 19 billions d'euros d'ici 2050, ce qui est une évolution drastique. Au niveau de la population, donc pareil, avec ces 6 pays, nous sommes à 580 millions en 2020. D'ici 2050, vous serez à 653 millions donc sur ces 6 pays, avec, je souligne, la Thaïlande, qui est le seul pays où il y aura une diminution de par une population qui est vieillissante et aussi un taux de natalité qui en décroît. Par contre, tous les autres pays sont en évolution très forte, notamment évidemment l'Indonésie. Au niveau du PIB par habitant, vous avez donc un PIB qui est très élevé à Singapour comparé surtout aux autres pays de l'ASEAN. Et important de noter que le PIB par habitant à Singapour d'ici 2050 sera le numéro 1 au monde. Sur la slide suivante, donc là nous faisons un zoom donc, sur Singapour qui est vraiment la porte d'entrée régionale de l'ASEAN lorsqu'une société veut s'implanter sur la région. Donc actuellement, le PIB par habitant de Singapour est 9e et comme je l'ai cité précédemment, d'ici 2050, nous serons le premier. Donc PIB actuel de 304 milliards en euros. Et aussi important de souligner que Singapour est le 8e partenaire de la France en termes d'export et 17e en termes d'import et 17e en termes d'export. Sur la slide suivante, donc ici vous avez un breakdown du PIB à Singapour. Comme vous le voyez, près de 21% du PIB de Singapour est dédié vraiment au secteur manufacturier et on note vraiment manufacturier à très haute valeur ajoutée. Donc c'est plutôt des secteurs tels que IT, FinTech, MedTech et Agritech qui sont vraiment des secteurs en plein essor à Singapour. Et puis à noter évidemment que Singapour est quand même un pays / ville, donc il y a peu finalement d'espace utilisable. Donc c'est pour ça, voilà, l'industrie a vraiment haute valeur ajoutée. Par ailleurs, important de souligner que le secteur financier est évidemment très important à Singapour, qui est dans les top 5 des places financières au monde. Donc sur la slide suivante, nous avons ici, on voulait vous parler de la résilience au Covid-19. Le gouvernement de Singapour est pour l'instant, aide énormément les sociétés et aussi son personnel à Singapour à subvenir à leurs besoins de par 3 actions qui sont vraiment importantes ici au pays.
Numéro 1, préservation de la santé publique et réouverture. Vous avez 4,8 milliards de dollars qui ont été attribués à la santé publique. Et ici, pour vous donner une idée, nous sommes environ à 30% de la population qui était vaccinée. Nous entamons désormais les moins de 40 ans, donc qui devraient arriver dans les semaines à venir pour la vaccination. En termes de soutien par rapport aux travailleurs, vous avez donc des subsides entre 700 à 500 dollars par mois attribués donc aux personnes les plus touchées liées à la crise. Troisième point, vous avez évidemment des secteurs qui sont sous haute tension, bon c'est à peu près mondial, mais évidemment secteur aéronautique, transport terrestre, art, culture et sport, des budgets très importants ont été attribués afin de vraiment essayer de soutenir surtout les petits business ici à Singapour. Sur la slide suivante. Donc, sur la slide suivante, nous avons dressé les avantages et opportunités de Singapour. Déjà, pour vous parler au niveau interne à Altios, tout simplement, c'est important de souligner que Bruno, qui quand même manage tout le continent asiatique, est basé ici à Singapour, tout simplement parce que dans un temps normal, il est très facile de voyager entre Singapour vers les autres pays de Asie-Pacifique. Donc, vous voyez en bas à droite, en 2 heures, vous êtes à Ho Chi Minh, à Jakarta, à Bangkok. En 6 heures, vous êtes à Séoul et à Pékin. Et en 7 heures, Tokyo et Sydney. Concernant les autres forces donc, de Singapour, clairement, c'est un pays où il est très facile de faire du business. Vous pouvez ouvrir une société pour $1 symbolique en une journée. Bon, l'ouverture d'un compte en banque prend un peu plus de temps. C'est le deuxième pays le plus connecté au monde. Vous avez un port qui a une logistique impressionnante et très innovante. Et également, très important de souligner que vous avez accès à une main-d'œuvre qui est très, très qualifiée et surtout anglophone. Par rapport aux opportunités, donc nous travaillons en termes rapprochés avec EDB, qui est l'agence gouvernementale. Et en effet, grâce à eux, nous pouvons souvent avoir pour nos clients des incitations, donc des incitations fiscales et également liées à dès que vous voulez, par exemple, implanter un centre de recherche et développement. Par ailleurs, donc important de souligner que les infrastructures à Singapour sont impressionnantes. Pour vous donner une idée, Changi, l'aéroport, ça prend parfois un quart d'heure juste pour passer la sécurité et arriver à votre gate d'avion. Sur la slide suivante. Donc sur la slide suivante, nous avons répertorié 3 case studies que nous avons donc eu l'occasion de faire ici à Singapour et sur la région. Donc le tout premier, nous avons aidé une société française à faire une étude de marché, donc à vraiment comprendre la structure de son marché ici à Singapour, dans le but éventuellement de mettre quelqu'un ici en local et de développer les ventes. Donc ça, c'était un projet à faire de France à Singapour. Vous avez un projet que nous avions fait, donc qui était une étude de faisabilité entre la Chine, Singapour et l'Australie, qui était donc l'implantation d'un QG régional en Asie. Et en effet, nous avons donc conseillé aux clients d'implanter sa structure ici à Singapour, de par évidemment des raisons fiscales et surtout logistiques. Et actuellement, nous gérons leur filiale, le day-to-day, donc aussi bien des taxes que du payroll, etc. Le troisième cas pratique, donc c'est une société que nous avons supportée au Vietnam. Donc pour l'instant, nous portons un de leurs employés qui est un business developer donc au Vietnam sur notre structure. Pas besoin de mettre les ressources pour ouvrir une filiale. Et par ailleurs, donc cette société actuellement étant éventuellement en recherche de trouver un manufacturier et d'acheter éventuellement une usine sur place afin évidemment de réduire leurs coûts sur le long terme. Donc nous pourrons évidemment aider cette société à faire une longue liste de cibles éventuelles de rachat jusqu'à l'intégration de l'usine, etc. Et maintenant, je vais passer la parole à François, je pense. François, on ne t'entend pas. Merci Arnaud, merci Zoé pour cette présentation des avantages et des opportunités sur la zone, des nouvelles opportunités d'ailleurs. Vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat qui est à droite de votre écran.
J'ai déjà deux questions et je peux les poser d'ores et déjà peut-être pour tant que le sujet est chaud, notamment sur la partie ASEAN-Singapour. Vous avez parlé de Singapour comme un hub d'entrée sur l'ASEAN. Est-ce que vous pouvez, il y a une question de ce type, hein, est-ce que vous pouvez détailler les avantages à créer une filiale à Singapour comme holding de zone? Oui, merci François. Comme l'a expliqué Arnaud, Singapour est vraiment la plateforme avec le soutien logistique et les flux financiers pour gérer son développement sur l'ASEAN. C'est très difficile de gérer des flux financiers au Vietnam. C'est assez complexe aussi de créer des structures au Vietnam. Nos clients préfèrent avoir une holding à Singapour et gérer leur flux de Singapour. Ensuite, si les sociétés sont sur du B2C avec du e-commerce, la plateforme logistique de Singapour permet de ventiler directement dans tous les pays de la zone beaucoup plus facilement que du Vietnam ou voire de l'Indonésie. On a un client qui est le leader de la chaussure en Indonésie. Il est obligé de mettre en place un stock à Singapour pour fournir le reste du monde. Donc, il fournit en fin de compte en B2C l'ensemble de ses clients de Singapour, mais l'Indonésie, c'était impossible à gérer. Donc, ça, c'est les deux points les plus importants. Avec le FEOC à Singapour, c'est assez cosmopolitain. Donc, c'est relativement facile. Nous, dans nos bureaux, on a des collaborateurs malaisiens, indonésiens, philippins, qui permettent aussi de pouvoir avoir une approche cross-cultural sur la zone. Merci. Très clair. Une autre question qui arrive sur le chat qui concerne plutôt la partie RH en Chine. Je vous la livre. On parle souvent d'un fort turnover en Chine et puis de difficultés à fidéliser des collaborateurs chinois. Est-ce toujours le cas post-Covid? Est-ce que ça s'est renforcé? Comment les salaires ont-ils évolué? Enfin, ces questions reviennent peut-être pour Zoé. Voilà. Oui, je vais peut-être commencer, puis j'espère Zoé terminer. Donc, ce qui est important, c'est de se rendre compte aussi, et c'est vrai aussi pour l'ASEAN, que le coût de la vie augmente beaucoup plus dans ces pays et qu'en conséquence, on ne peut pas avoir la même politique salariale que l'on a en Europe. Le CPI en Chine est de l'ordre de 2 à 3%. En France, il est proche de 0. Donc, c'est le coût de la vie, en fait. Hein. Donc, et en plus, il est très difficile dans beaucoup de pays d'ASEAN, mis à part Malaisie et Singapour, bien évidemment, d'avoir des gens qui puissent parler en anglais correctement. Parler, mais également le comprendre. Ce n'est pas simplement de traduire en anglais, mais c'est d'interpréter en anglais des problèmes éventuels, des situations éventuelles. Donc, le col blanc, comme on l'appelle en Chine, est assez rare. Et le col blanc qui comprend justement cet aspect entre les deux cultures est encore plus rare. Donc, il est important pour vous de vous en occuper, de le motiver, de l'encadrer et d'être sûr qu'il est épanoui et d'anticiper au préalable une augmentation de salaire, un repositionnement de poste. Donc, il faut autant de bienveillance, si ce n'est plus, qu'avec un collaborateur que vous auriez en France. Zoé, peut-être Je pense que Bruno a très bien résumé. Je n'ai pas d'autres commentaires. Parfait. Merci. Nous aurons certainement d'autres questions à la fin du webinaire. On va passer au témoignage du dirigeant de Baptiste Rébier. Bonjour Baptiste. On a la chance, LCL et Altios, d'avoir accompagné Fermob à l'international en tant que client, hein, puisque on est témoin de votre succès, avec plus de 50% de votre chiffre d'affaires hors de France. On a pu vous accompagner aux États-Unis pour créer une filiale, en Chine pour un collaborateur partagé, en Thaïlande aussi pour un collaborateur RH. Donc, je voulais simplement, peut-être dans un premier temps, même si Fermob, tout le monde connaît en quelque sorte, mais que vous puissiez résumer votre positionnement, vos activités, vos chiffres clés, avant de parler de votre stratégie internationale. Oui, avec plaisir. Alors, Fermob, vous allez peut-être afficher le slide correspondant. Alors, Fermob, on est concepteur et fabricant de produits d'extérieur au sens large. Je dis produits d'extérieur puisqu'il y a jusqu'à quelques années, on était principalement fabricant de mobilier de jardin, en métal principalement. Et puis, on a élargi notre spectre aux accessoires et également aux luminaires notamment. On vend aux particuliers comme aux professionnels. On est à peu près à 75% sur le marché grand public.
Et on a eu effectivement une belle croissance depuis une trentaine d'années, puisqu'on est passé de 1 million d'euros et 10 personnes il y a 30 ans à aujourd'hui en conso, je pense qu'on va finir l'année autour des 120 millions pour un groupe voilà, de 350 personnes et avec beaucoup d'intérimaires également en ce moment. Et effectivement, une forte présence à l'export. L'export représente 50% de notre chiffre d'affaires et cette part est importante depuis très longtemps. Voilà, c'est pas un phénomène récent, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise depuis l'origine. Parfait. Ben, vous venez de le dire d'ailleurs, l'international, c'est une affaire de long terme et vous êtes présent depuis longtemps. Ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez, sans dévoiler de secret bien sûr, mais nous détailler, vous parler de stratégie à l'international, comment vous êtes devenu en fait une PME à dimension mondiale en partant du rachat d'une forge, si j'ai bien compris, il y a quelques années. Alors déjà, initialement, il y a certains produits qui sont plus faciles à exporter que d'autres. Là, chez Fermob, on sait qu'on a des produits qui sont potentiellement facilement exportables. Donc ça, c'est un point important. Et puis ensuite, c'est de se dire que l'export fait partie intégrante de la stratégie. Sous-entendu, ça doit être naturel de travailler à l'export. Donc, on n'a pas de service export dédié, on n'a pas des personnes qui font uniquement de l'export, des gens marketing que pour l'export, etc. L'export, je dirais, est naturellement inclus dans la stratégie de l'entreprise. Et je dirais même que dans notre manière de fonctionner, sur la zone Union européenne, on n'a même plus l'impression de faire de l'export. Dans cette zone-là, livrer un Français, un Belge, un Allemand ou un Suédois, c'est pour nous à peu près la même chose. Donc c'est une stratégie de dire déjà on ne fait pas de complexe et pas de différence sur la France par rapport à d'autres pays. Alors évidemment, quand on sort de l'Europe, il y a quand même des complexités un petit peu plus fortes à prendre en compte et des enjeux réglementaires, logistiques, etc. Et puis après, dans cette stratégie export, vous avez utilisé le mot voilà, long terme, patience. Il y a la persévérance effectivement. Quand on investit dans un marché, quand on commence à faire un salon, on sait que les fruits vont apparaître plusieurs années après les investissements. Donc, quand on fait un salon, on le fait plusieurs fois avant de vraiment voir les effets. Je pense par exemple à l'Australie, on a mis un VIE puis une employée ces dernières années, et puis le chiffre s'est mis vraiment à exploser cette année. Donc c'est un marché de la patience et de la persévérance. Et puis nous, notre stratégie à l'export, je dirais qu'elle est ciblée également. Elle est ciblée parce que on a vocation à être fort à l'export, mais pas d'aller forcément n'importe où. On a une stratégie ciblée en disant qu'on a des pays prioritaires sur lesquels on concentre nos efforts. Et en fait, ces dernières années, je constate que notre plus forte croissance à l'export, elle se fait dans nos marchés principaux. Donc l'idée n'est pas nécessairement d'aller chercher de la croissance sur des nouveaux marchés, je sais pas, en Afrique, en Amérique du Sud, mais plutôt de concentrer nos efforts sur des pays comme l'Allemagne, les États-Unis ou la Chine, qui sont nos pays prioritaires. Et aujourd'hui, Fermob vend dans 60 pays. On ne cherche pas à vendre dans plus de pays, sauf par opportunité. Donc, on vend dans 60 pays. Sur ces 60 pays, je dirais qu'on a une petite vingtaine de pays prioritaires. Et sur ces 20 pays-là, on a 3 pays, US, Allemagne et Chine, qui sont vraiment les 3 zones prioritaires à l'export. Donc, c'est une stratégie, je dirais, qui est à la fois très poussée, mais en même temps assez ciblée également. Ouais, très intéressant, merci beaucoup. Et justement, on va aborder la Chine et l'Asie du Sud-Est, qui fait partie de vos 3 pays prioritaires sur lesquels vous souhaitez vous consolider. Je crois que vous êtes présent sur le marché chinois depuis plus d'une quinzaine d'années, donc vous avez une courbe d'expérience importante avec des réussites et peut-être des échecs. Et qu'est-ce que vous pourriez partager sur cette courbe d'expérience à une PME, une ETI française qui souhaiterait s'implanter sur le marché chinois? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Quelles sont les best practices, si on peut dire? Alors, la Chine,
c'est intéressant pour nous parce que c'est un marché qui est encore en conquête. Effectivement, on a quelques belles réussites, mais on a connu aussi certaines difficultés, mais qui sont, je pense, normales dans le développement à l'export. On avait fait une première tentative il y a une grosse vingtaine d'années avec un distributeur local et qui n'avait pas bien fonctionné, donc on s'était retiré. Et puis, on y est revenu depuis 10 ans, depuis 11 ans à peu près. Donc, tout simplement, de manière assez classique, en participant à un salon qui s'appelle Furniture China, qui est basé à Shanghai. Là aussi, avec une dimension intéressante, c'est avec un pavillon français. Donc, sur ce salon du meuble, il y a un pavillon français dont l'organisation est gérée par justement le groupement des exportateurs du meuble. Donc, je dirais qu'on y va de manière collective. Donc ça, c'est un point important, c'est de chasser en meute, de chasser en collectif. Et donc, on s'est remis à faire ce salon il y a à peu près une dizaine d'années, à nouer des bons contacts. Et assez vite, avec ces bons contacts, on s'est mis à ouvrir pas mal de magasins. On en a ouvert 5 ou 6 en Chine. Et puis avec on va dire des potentiels d'ouverture de magasins indiqués par nos partenaires assez forts, nos partenaires qui envisageaient d'en ouvrir rapidement quelques dizaines dans le pays. Donc sur cet aspect-là, il y a eu des réussites. Aujourd'hui, on a à Shanghai et à Pékin, on a 2 super partenaires vraiment avec des beaux magasins, des beaux espaces et des belles expositions, pardon. Et puis à l'inverse, on a eu un échec, c'est-à-dire notre plus gros partenaire qui nous promettait monts et merveilles et qui promettait d'ouvrir plein de magasins et faire plein de chiffres d'affaires. On s'est rendu compte en fait qu'il avait une stratégie de développement, mais pas une stratégie pérenne. Donc, il était plus intéressé par ouvrir des points de vente plutôt qu'à leur faire du chiffre d'affaires par la suite. Et donc, c'est un partenaire qui progressivement s'est délité, a été vendu, etc. Donc, on a sur une partie de nos implantations commerciales, on a été obligé de revenir à zéro, de repartir de zéro. Et puis c'est là aussi que on a aussi, je dirais, redimensionné notre stratégie aussi vers le digital, puisque de la même manière, à partir de 2014-2015, le digital est devenu très très fort en Chine. Donc, il nous a paru très important de mettre le curseur là-dessus. Et puis j'ajoute qu'on a mis en place avec Altios justement un salarié en Chine depuis, je pense, depuis 5-6 ans également. Absolument. Alors vous venez de le souligner, vous êtes sur un modèle aujourd'hui mix, retail et digital. Je crois que vous avez apporté une plateforme assez récente. Est-ce que vous pouvez, et Zoé a parlé d'ailleurs du boom récent de digital, de la vente en ligne et de l'influence des réseaux sociaux, de l'omnicanal. Comment vous pourriez résumer votre stratégie e-commerce en Chine? Quels sont les enseignements que vous en tirez, les conseils que vous pouvez donner? Oui, alors je dirais, au-delà de la Chine, de toute façon, notre stratégie sur le marché grand public, on pourrait dire que c'est omnicanal. On pourrait dire aussi qu'il n'y a plus qu'un seul canal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime que très bientôt, on ne fera plus la différence entre le canal physique, le canal en ligne. Dans notre marché, et c'est le cas dans beaucoup de marchés aussi, je crois que 98% des gens commencent par se renseigner sur Internet avant soit de poursuivre leur achat sur Internet, soit ensuite d'aller en magasin. Donc, de toute façon, l'imbrication entre les deux est devenue une composante, je dirais, normale maintenant de l'organisation. Et donc, en Chine, c'est encore plus présent, d'autant plus que le réseau physique, pour nous, était je dirais, rempli de turbulences, un petit peu complexe, pas forcément très structuré. On n'a pas comme en France, des grands distributeurs de mobilier avec lesquels on peut travailler. On est un peu obligé de construire de zéro. Et donc, la stratégie digitale, elle s'est imposée naturellement, et parce que la Chine est un marché particulièrement mature sur cet aspect-là. Donc, comment on a fait?
je dirais de la même manière que quand je parlais des salons, on l'a fait de manière collective. Donc, on a ouvert nous, on avait déjà un site chinois, une page WeChat chinoise, mais on faisait pas de vente en ligne. Donc, on a ouvert sur la plateforme Tmall, qui est la plateforme, je dirais, un petit peu plus haut de gamme de Alibaba, notamment sur la déco et le mobilier. On a ouvert un site de vente en ligne avec 2 autres sociétés françaises, dont l'une qui est très connue, qui est Meubles Gauthier. Voilà. Et donc, il y a eu cet aspect-là encore collectif. Donc, plutôt que d'y aller tout seul, y aller sous un pavillon français. La boutique s'appelle Faciangia, ce qui veut dire, je crois, la France, la joie et la maison ou la décoration. Donc, c'était pour voilà, véhiculer ces valeurs. Évidemment, sur ce site, on met beaucoup en avant l'aspect français, art de vivre à la française, made in France, etc. Et puisqu'on sait que ce sont des arguments qui sont très importants pour les Chinois. Donc voilà, donc on s'est lancé de cette manière. Là encore, avec des revirements stratégiques qui sont intéressants à partager. On a commencé, puisque sur Tmall, c'est tellement gros que vous ne pouvez pas être un vendeur directement sur Tmall. Vous devez être accompagné par une agence qui va vous aider à développer votre page, votre site, et qui va vous aider à gérer votre référencement, votre animation commerciale, etc. Donc, on a commencé par gérer ça avec une agence 100% chinoise. Et puis, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que on avait un petit peu du mal à se comprendre et à être sur la même longueur d'onde. Nous, on avait envie de véhiculer plus un aspect de marque, un aspect qualitatif. Ils étaient très centrés sur le prix, les opérations comme le Double 11, les promos, etc. Et donc, on a changé d'agence et maintenant, on se fait accompagner par une agence franco-chinoise. Donc, avec voilà, des gens qui ont vraiment cette double culture. Voilà, avec le recul, on aurait peut-être dû le faire dès le début, mais on apprend aussi en avançant. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant. On a fait on va dire ce réajustement stratégique pour avoir un accompagnement qui soit plus adapté aux valeurs qu'on voulait véhiculer sur le digital. Voilà, donc du coup le chiffre se développe, je dirais pour le moment encore modestement, mais avec, on l'espère, des belles perspectives. Notre site a démarré l'an dernier en plein, un mois après le début de l'épidémie du Covid, donc de toute façon les premiers mois n'étaient pas très significatifs, mais aujourd'hui, voilà, ça commence à être un petit peu plus intéressant. Intéressant. Et puis, oui, allez-y, pardon. Non, vous pourrez enchaîner parce que ce qui serait intéressant aussi de partager, c'est sur l'aspect approvisionnement, puisque vous avez parlé du Made in France, comment justement approvisionner magasins et e-commerce vos marchés chinois, parce que c'est corollaire évidemment de cette stratégie dont vous venez de parler. Oui, tout à fait. Alors, c'est important pour le digital, c'est important tout court. Lors de mon dernier voyage en Chine, qui remonte un peu malheureusement, mais c'était en mars 2019, dans mes visites de magasins, la première chose que les vendeurs m'ont dit, c'est que quand ils annonçaient le délai de livraison, qui était, je crois, autour de 14 semaines, ils perdaient 50% des ventes. Voilà, parce que le temps d'aller livrer la marchandise depuis la France, etc., ils perdaient beaucoup trop de temps. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait quand on est rentré de ce voyage en Chine? Avant même de lancer notre site de vente en ligne, on s'est dit, au niveau logistique, il faut qu'on trouve un système pour être beaucoup plus réactif. Et puis, comme le projet digital s'est mis en place, évidemment, là, sur de la vente online, si on commence à annoncer 12-14 semaines, ça sert à rien de se lancer. Donc on s'est adapté aussi à ce niveau-là. On a créé avec là aussi une société française spécialisée de logistique, mais qui est développée à l'international,
on a ouvert un entrepôt logistique près de Shanghai. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet entrepôt, c'est qu'il nous sert, il est un petit peu multicarte. Il nous sert pour la Chine, pour le site de vente en ligne, il nous sert pour pouvoir livrer rapidement. Il nous sert pour les magasins chinois qui peuvent se réapprovisionner. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous sert en fait sur toute l'ASEAN également, avec des droits de douane qui peuvent parfois être assez intéressants. On a un revendeur qui a 2 boutiques Fermob à Bangkok qui utilise énormément ce stock de Shanghai et qui se fait livrer en, je sais pas exactement, mais 2-3 semaines au lieu de 10 semaines. Alors, je vous parlais avant les perturbations actuelles entre les conteneurs, etc., qui perturbent vraiment la situation actuelle. Mais voilà. Et du coup, cet entrepôt dans lequel on a fait livrer plusieurs centaines de milliers d'euros de valeur de stock. On a fait cette première commande il y a 2 ans et depuis, on le renouvelle régulièrement parce qu'il fonctionne, je dirais, sur tous nos marchés de l'Asie. Donc, c'est vraiment un point important. Et puis, sur un aspect un peu plus technique, c'est un entrepôt qui est sous douane. Donc, ça nous permet d'être très réactif sur la Chine. S'il faut aller livrer en Chine, on fait les formalités rapidement. Et puis, si on veut livrer au contraire sur la zone ASEAN, le fait qu'il soit sous douane, nous permet là aussi d'être assez réactif. Et on envisage même de commencer à l'utiliser pour l'Australie, voire parfois sur la côte ouest des États-Unis, si on a parfois certaines commandes en Californie, ça peut être plus intéressant que d'aller les livrer depuis la France. Donc voilà. Après, on dit souvent que le digital, enfin le e-commerce, c'est avant tout un métier de logisticien. Voilà, c'est très vrai. Donc là, c'est mettre les moyens en place pour pouvoir, je dirais, se développer. Et puis, l'importance, ça, on nous l'a dit dès le début, c'est aussi pour ça qu'on a changé d'agence pour nous accompagner sur le e-commerce. C'est l'importance du travail sur la marque, l'importance des réseaux sociaux qui est vraiment encore plus fondamentale en Chine. Donc nous, on met un curseur assez fort là-dessus. Et il faut se dire que pour vendre sur Internet en Chine, il faut de toute façon avoir un budget d'investissement digital qui soit quand même significatif. Sinon, il ne va rien se passer. Voilà. Donc, c'est très important aussi. Très clair. Merci beaucoup, Baptiste. On pourrait continuer longtemps cette interview, mais on va devoir l'arrêter. Et merci. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est un bel exemple de persévérance, de réussite et c'est assez enthousiasmant. Je vais laisser la parole à Michel Demuynck pour conclure ce webinaire, parce que qui dit développement international, qui dit croissance PME-TI, dit accompagnement bancaire et financement. Qu'est-ce qui est proposé par le groupe Crédit Agricole sur la zone? Michel, je te laisse la parole. Oui, merci François. Donc, je me présente rapidement. Donc, Michel Demuynck, je suis responsable du desk Asie-Pacifique du groupe Crédit Agricole, donc basé à Hong Kong. Pourquoi? Parce que Hong Kong est le QG Asie du groupe. Personnellement, je suis dans la région depuis 1991. J'ai été basé, à part Hong Kong, aussi en Chine et en Indonésie. Avant de commencer ma présentation, petite remarque préliminaire, je viens de lire ce matin une récente étude de McKinsey qui prévoit que 50% de la consommation globale de la prochaine décennie aura lieu en Asie. Donc, le thème de cette journée internationale, Chine et ASEAN, qui sont quand même 2 des 3 grands blocs avec l'Inde de la région Asie, c'est excessivement bien choisi. Alors, je vous propose de rapidement présenter le dispositif du groupe Crédit Agricole en Asie-Pacifique avec un focus évidemment sur la Chine et la zone ASEAN. Donc, le groupe est implanté dans 9 pays. En fait, il est en Asie depuis sa première implantation, remonte à 1875, mais il est implanté aujourd'hui dans 9 pays, présence historique, avec quand même des effectifs assez importants.
Donc les pays, vous les voyez sur la carte. Ce sont toutes des filiales ou des succursales, à l'exception de l'Indonésie, qui est un bureau de représentation. Nous avons 4 desks internationaux, donc du pôle d'accompagnement international, donc, qui sont dédiés à la clientèle des PME et des ETI, et notamment celle de LCL. Donc ces desks sont à Hong Kong, qui est également le desk local plus le desk Asie-Pacifique, la Chine, l'Inde et le Japon. Dans la région, nous avons donc une gamme diversifiée de produits et services, notamment pour CACIP, la banque de financement et d'investissement. Il y a une présence de tous ces métiers qui opèrent depuis leurs différentes succursales ou filiales ou à partir du hub régional. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, notre présence en Chine, donc très forte présence en Chine depuis 1898, où on a créé la première succursale à Shanghai, au temps de la Banque de l'Indochine. Grosse présence en Chine avec 853 collaborateurs, donc un peu plus de la moitié quand même avec Gaxofinco, qui est donc une filiale de financement automobile. 3 métiers du groupe, CA Consumer Finance, Amundi et CACIP, la banque de financement et d'investissement. Pour Créa École CIB, donc CACIP, donc, nous avons aujourd'hui 5 succursales à Shanghai, à Pékin, à Canton, à Tianjin et à Xiamen, et un bureau de représentation à Shenzhen. Je souhaite souligner aussi qu'en Chine, nous avons depuis plusieurs années maintenant une incorporation locale. Donc, nous sommes filiales, donc, ce qui veut dire on est reconnu comme banque locale. C'est important, pourquoi? Parce que ça nous donne un accès illimité au marché chinois, tant sur un plan géographique, donc on n'est pas seulement limité aux 5 succursales que nous avons, mais également sur un plan accessibilité aux différents produits et services bancaires. Créa École CIB Chine est classée parmi le top 5 des banques présentes sur le marché du CNH, du renminbi. Slide suivant. Alors, parlons de notre présence bancaire en ASEAN. Donc, vous avez déjà vu qu'on a parlé donc, sur notre réseau Asie, qu'on a une présence de CACIP à Singapour. Juste quand même encore une petite remarque concernant l'ASEAN, donc suite à ce qui a été dit précédemment. Donc, il avait été souligné que l'ASEAN est un marché monolithique, et c'est certainement vrai pour ce qui concerne les exportateurs. Par contre, je voudrais quand même souligner une chose qui me paraît importante, c'est qu'il y a eu la création fin 2015 de l'ASEAN Economic Community, un peu sous le modèle de la communauté économique européenne, bon, qui n'est pas encore aussi avancée, mais c'est quand même important pour une chose, c'est qu'il est maintenant possible pour les entreprises qui sont implantées localement avec une capacité manufacturière, donc de vendre avec pratiquement pas de droit d'importation dans l'entièreté, je dirais, du marché ASEAN, qui est quand même un marché très important de 670 millions d'habitants. Et ce qui est important également, c'est que les 2 pays les plus importants en termes de population, qui sont donc l'Indonésie et le Vietnam, qui font plus de la moitié de la population, ils ont un vaste réservoir de main-d'œuvre à faible coût, et donc c'est une base de production qui est non seulement intéressante pour le marché local, pour le marché ASEAN, mais même pour des réexportations en dehors de la zone. Bon, je reviens sur le plan bancaire. Donc, en dehors de CACIP Singapour, nous avons un très bon partenaire régional, je dirais, qui est la banque UOB, United Overseas Bank, avec qui on a signé un partenariat en 2014. Pourquoi UOB? C'est une des 3 grandes banques singapouriennes, mais qui a, depuis plusieurs décennies,
racheter des banques locales dans les pays de la région. Les plus importants sont la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie. Et donc, ils disposent d'un très gros réseau de succursales et d'une très forte capacité bancaire, large gamme de services aux particuliers et aux entreprises. Donc, vous voyez leurs implantations et le nombre de succursales qu'ils ont dans les différents pays de la zone. Ils ont aussi un service centralisé aux entreprises étrangères, dédié aux entreprises étrangères qui cherchent à établir leurs opérations dans la région, et notamment un partenariat de longue date avec les agences gouvernementales de ces différents pays. Donc, sans les nommer, mais c'est l'équivalent de Business France Invest, donc des agences qui essayent d'attirer les investissements étrangers dans la région, avec des tas d'incentifs. Voilà pour le réseau bancaire Chine-ASEAN. Slide suivant. Alors, les solutions de financement et de sécurisation. Donc, c'est bien le cœur du sujet. Alors, évidemment, selon votre cas, vous êtes soit exportateur ou vous aurez établi une présence industrielle et ou commerciale dans vos principaux marchés, en l'occurrence Chine-ASEAN. Donc, le sujet aujourd'hui n'est pas tellement celui des solutions disponibles depuis la France, mais j'en rappelle rapidement les principales. Donc, en termes de moyens de paiement, ce sont les moyens de paiement classiques que vous connaissez, donc je ne vais pas entrer dans les détails, encaissement documentaire, crédit documentaire, garantie bancaire sous forme de SBLC, les produits d'assurance crédit export, notamment pour la sécurisation des risques, les aides de BPI France, tant sur le plan du financement que sur le plan de l'assurance crédit export, avec notamment les produits CAP Assurance Export de BPI France. Maintenant, pour ce qui concerne les solutions de financement et de sécurisation des risques pour des implantations commerciales ou industrielles en Chine et en ASEAN, je dirais, c'est essentiellement identique à ce qu'on trouve en France, mais je voudrais quand même faire quelques commentaires plus spécifiques. Notre accompagnement bancaire, évidemment, il commence avec l'aide à l'ouverture du compte. Donc, il faut quand même garder en mémoire qu'aujourd'hui, les ouvertures de compte, avec toutes les obligations qui nous sont imposées à nous et aux autres banques d'ailleurs, c'est quand même un processus qui prend beaucoup de temps. Et donc, il faut compter quand même sur 4 à 6 semaines au minimum. En bas du slide, je mentionne aussi une ouverture de compte spéciale qui est l'ouverture des comptes séquestres. Donc, les comptes séquestres sont parfois utilisés avant acquisition. Donc, à titre d'exemple, nous avons travaillé avec un client d'LCL qui est en train de finaliser une acquisition en Chine. Et c'est une acquisition qui passe en différentes phases avec une acquisition de quelques pourcentages au début, suivi d'une acquisition de 75% des actions dans une phase ultérieure après une due diligence. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord pour ouvrir un compte séquestre, qui est un compte où il y a une certaine somme d'argent qui a été déposée chez nous, en l'occurrence chez CACIB Hong Kong. Et donc, après satisfaction, je dirais, de la due diligence et de certains paramètres financiers qui ont été vérifiés, ce montant sera automatiquement payé par la banque à l'acheteur comme partie du prix de l'acquisition. Si l'acquisition ne devait pas se faire, la banque retournera l'argent à l'acheteur. Les moyens de paiement classiques, ce sont les mêmes qu'on trouve en France. Un mot sur l'assurance crédit. Donc, l'assurance crédit domestique existe également en Chine, mais elle est encore embryonnaire. Donc, Sinosure, c'est la société nationale, la société chinoise d'assurance crédit, qui fait surtout de l'assurance crédit export.
Elle travaille aussi sur le domestique, mais ce n'est pas encore très développé. Nous avons aussi essayé, pour certains clients, de mettre en place des solutions d'assurance crédit avec les Hermès ou Atradius. C'est possible, mais ça reste difficile, notamment du fait que pour beaucoup de contreparties chinoises, il est difficile d'obtenir des états financiers audités et valables. Les cautions de marché, je vais citer un exemple aussi d'un autre client du Crédit Lyonnais qu'on a onboardé il y a un peu plus d'1 an, qui est une société qui est leader dans le développement l'ingénierie d'usines de traitement et d'équipement pour les secteurs de l'agriculture et de la chimie. Et donc, cette société a une présence dans plusieurs pays d'Asie, notamment la Chine, Singapour, l'Inde et le Vietnam. Et donc, nous avons ouvert les comptes pour cette société. Dans le cas de l'Inde, de la Chine et de Singapour, évidemment avec CACIB Singapour, pour le Vietnam, justement avec notre partenaire bancaire UOB. C'est une entreprise qui donc, fabrique et livre sur différents marchés, et donc pour lequel il est besoin d'émettre des cautions de marché, et donc notamment parmi les cautions de marché, la caution de restitution d'un compte, c'est quand même un élément aussi de financement, puisque les ventes se font souvent moyennant à compte à payer par l'acheteur. L'accompagnement bancaire en matière de financement pour les projets d'implantation, nous avons évidemment des capacités de financement court terme et des prêts bancaires à moyen terme, que ce soit en devise locale ou en devise étrangère. Et je signale à ce titre également qu'il y a une possibilité de couverture et de partage des risques avec BPI France. Slide suivant. Alors, il y a encore un élément que je tiens à souligner pour les solutions de financement en Chine. Donc, c'est la réglementation des financements étrangers. Donc, la Chine est un pays sujet à beaucoup de réglementations. Et pour les financements provenant de l'étranger, et donc là, je veux quand même qualifier, un financement provenant de l'étranger, ça peut être un financement bancaire qui provient de l'étranger, ça peut être un prêt actionnaire octroyé depuis l'étranger, typiquement depuis la maison mère, mais c'est également un prêt octroyé par une banque en Chine, comme CACIB par exemple, qui est sécurisé par une garantie bancaire de l'étranger. Tout ça, ça tombe sous le régime traditionnel du ratio gap, donc qui détermine la quantité de financement étranger, qui est limitée à la différence entre le montant de l'investissement total de la société étrangère et de son capital enregistré. Donc, j'ai pris 2 exemples. Si vous avez un investissement total de 3 millions de dollars avec un capital enregistré, pas forcément minimum, mais de 70%, votre quantité de financement étranger sera de maximum 2,1 millions de dollars. Si votre investissement total est de 10 millions de dollars avec un capital enregistré de 50%, votre quantité de financement étranger sera de 50% également, soit de 5 millions de dollars. Maintenant, depuis 2 ou 3 ans, il y a eu une nouvelle réglementation de la SAFE, donc c'est l'autorité du contrôle d'échange, State Administration of Foreign Exchange, qui a mis en place une nouvelle formule qui est assez complexe, mais je vous donne la formule simplifiée. Donc, la somme de financement en devise locale et devises étrangères majorée du financement en devises étrangères multiplié par 0,5 ne peut pas dépasser le dernier actif net multiplié par 2. Donc, c'est une formule encore beaucoup plus complexe. La difficulté, c'est que ces 2 régimes sont en vigueur aujourd'hui, mais il n'est pas encore très clair lequel appliquer, surtout pour les nouvelles demandes. Donc, il est important de consulter sa banque en liaison avec la SAFE.
Slide suivant. Dernier point que je voulais mentionner parmi les produits bancaires en Chine, ce sont les BAD, autrement dit les Bank Acceptance Draft ou e-draft, donc les acceptations bancaires. Ce sont donc des traites commerciales qui sont destinées à faciliter le commerce domestique. Et donc, le régulateur a, depuis quelques années, obligé toutes les banques pour traiter donc ces BAD d'un montant dépassant 1 million de renminbi, de les traiter par une plateforme électronique. Et pourquoi? Notamment parce que l'avantage principal, c'est que ça réduit fortement le risque de fraude. Il y avait effectivement des fraudes importantes en Chine sur le traitement des BAD. Et donc, le fait que ça passe par une plateforme électronique élimine largement ce risque de fraude. Donc, ces BAD sont émises par l'acheteur et avalisées par sa banque. Donc, pour l'acheteur, ça lui permet d'obtenir plus facilement des délais de paiement plus longs. Donc, c'est donc une solution de financement. Pour le vendeur, accepter un délai de financement plus long, c'est également une solution de financement parce qu'il peut escompter le BAD. Et donc, c'est effectivement aussi une méthode de sécurisation parce que le risque est finalement sur la banque de l'acheteur. Ces BAD, contrairement à des traits de papier d'ailleurs, c'est un autre avantage, ont une maturité maximale de 1 an. Pour Kasipchin, nous sommes en mesure d'escompter des BAD auprès d'une vingtaine de banques locales et étrangères, donc c'est quand même un outil de financement et de sécurisation important. Dernier rappel pour la sécurisation des risques. Donc, les BAD, je les ai mentionnés, les crédits documentaires qui existent également, et l'assurance crédit, j'ai souligné qu'elle était embryonnaire. Bon, passons maintenant sur le dernier slide qui concerne les solutions de financement en ASEAN. Alors ici, comme il y a quand même pléthore de pays en ASEAN, enfin il y a une dizaine de pays, ce qui est important de savoir, c'est que hormis Singapour, les autres pays de l'ASEAN sont quand même soumis à des contrôles de change qui imposent certaines restrictions, notamment au financement en devises. Et donc, ça a surtout des implications pour les sociétés qui sont bien entendu implantées localement dans ces pays. Donc, comme il n'est pas possible dans l'espace de temps imparti de parler de tous les cas de figure des différents pays, je prends un exemple d'un pays qui nous intéresse en général assez bien, c'est celui du Vietnam. Au Vietnam, bon, bien entendu, s'il s'agit de financement en VND, en Vietnamese Dong, donc devise locale, aucune restriction. Néanmoins, quand même une restriction pour le découvert en compte courant. Pourquoi? Parce qu'au Vietnam, tous les financements doivent être causés. Donc, il faut pouvoir, avant de tirer sur un financement, donner les justificatifs nécessaires aux régulateurs et aux autorités de contrôle. Alors, les financements en devises, eux, sont seulement autorisés pour les entreprises exportatrices. À noter dans ce cadre-ci, si vous exportez et vous recevez donc des devises, vous pouvez quand même les garder. Il n'y a pas d'obligation de conversion de vos revenus en dollars ou en euros en VND. Par contre, quand vous avez des soldes créditeurs en VND, résultat de vos ventes sur le marché local, ils ne peuvent pas être convertis en dollars US ou en autres devises, sauf pour un besoin précis. Et dans ce cas, les devises ne peuvent être gardées que pour une semaine. Bon, c'est peut-être restrictif. Bon, si vous avez un besoin précis à plus long terme, il y a quand même moyen de faire des opérations de change à terme. Donc, c'est quand même moins contraignant. Et donc, ceci pour expliquer qu'il y a quand même beaucoup de restrictions dans ce pays. Dernier point, les prêts de l'étranger, qui peuvent être des prêts intragroupes ou des prêts bancaires, sont possibles s'ils sont mentionnés dans la licence d'investissement
et ils sont soumis à l'approbation de la Banque centrale, même si ce dernier point est en général plus une formalité qu'autre chose. Slide suivant. En conclusion, donc, le groupe Crédit Agricole a un dispositif important pour vous accompagner en Asie, Chine, ASEAN et même dans d'autres pays. Nous opérons en général dans des environnements qui sont complexes, qui nécessitent des solutions financières qui sont sur mesure. Et il est donc important d'associer votre banquier à votre projet bien en amont. Je reste à votre disposition pour répondre, que ce soit par email ou par téléphone, à toute question que vous pourriez encore avoir sur ces pays ou sur la zone Asie en général. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Michel, de cet éclairage à la fois Chine et ASEAN sur les modes de financement, la sécurisation des risques. Ce que je vous propose, c'est de passer à la question-réponse. Il y a quelques questions dans le chat. Je vais en prendre deux puisque le temps nous est compté. Il y en a une qui traite, hier on avait un webinaire sur la croissance externe en Europe, sur les small caps, et il y a une question qui traite des opportunités potentielles de croissance externe sur la Chine et l'ASEAN. Vous avez dit qu'il y avait une libéralisation économique potentielle. Quelles sont ces opportunités de croissance externe pour les ETI PME françaises et sur quel secteur principalement? Peut-être Bruno. Oui, donc bien évidemment, et on a, nous, une practice dédiée en Asie pour les projets de croissance externe. On voit qu'il y a de plus en plus de facilité à avoir sa propre structure, même en Chine, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ils ne sont pas obligés d'aller en joint venture. Et il est évident que dans la situation actuelle, une délocalisation et de se rapprocher de ces marchés est fort profitable. Donc, on parlait aujourd'hui d'une base logistique en Chine et en fonction aussi du marché. Si la société dans l'automobile, par exemple en ASEAN, elle n'ira pas au Vietnam, il n'y a que 3 millions de voitures en circulation au Vietnam, il vaut mieux aller en Thaïlande. C'est plus facile aussi de faire des acquisitions en Thaïlande, en Malaisie que ce l'est en Indonésie et au Vietnam. Sur la Chine, il n'y a pas vraiment aujourd'hui beaucoup de restrictions dans les investissements étrangers, sauf sur certains secteurs, notamment dans la défense. Mais globalement, oui, c'est une approche qui est de plus en plus utilisée par nos clients et la bonne approche. Ok, très clair. Une question qui vient d'arriver sur la Chine, d'ailleurs, sur le côté vaste du marché. C'est un peu comme les États-Unis, on ne vend pas de la même façon, on ne s'adresse pas de la même façon à un Texan qu'à une personne de New York. Comment aborder un marché aussi vaste d'1,4 milliard d'habitants avec plus de 20 provinces en s'adaptant à des différences culturelles presque d'un continent? Est-ce qu'il y a des recettes, comment être agile sur ce plan-là et qu'est-ce qu'Altios peut proposer? Alors, je laisse Zoé répondre, mais c'est évident que nous, on a des équipes dans le sud de la Chine qui sont plus appropriées à discuter avec des sociétés dans le sud de la Chine. On a aussi des bureaux de représentation dans différentes villes, parce qu'il y a aussi des réglementations, qu'elles soient fiscales ou administratives. Mais Zoé, je te laisse étendre. Oui, je pense aussi qu'il est important de développer bien un réseau de distribution qui couvre les différentes zones, grandes zones, comme le nord de Chine, le sud de Chine, l'ouest de Chine, parce que ce sont des distributeurs ayant des sous-distributeurs bien implantés aussi sur place. Très clair, avec merci. des langages qui sont différents. Dans le sud de la Chine, on parle quand même plus cantonais que mandarin. À Shanghai, on parle le dialecte local de shanghaïen. Donc, c'est quand même encore plus marqué qu'aux États-Unis, la notion de région. Très clair. Et puis, une dernière question, peut-être sur la partie digitale pour Fermob, évidemment, liée à votre développement sur le secteur haut de gamme luxe pour attirer les consommateurs à fort pouvoir d'achat en Chine. Quels sont les réseaux sociaux que vous avez utilisés et ceux que vous recommanderiez? Baptiste, c'est une question pour vous, évidemment. Oui, alors l'incontournable, c'est WeChat, puisque on
on n'a pas d'équivalent en Europe, mais WeChat est vraiment un champ d'action très vaste entre à la fois réseau social, moyens de paiement, moyens de communication, etc. Et après, on est présent sur d'autres réseaux sociaux. Alors, peut-être que Zoé saura mieux que moi, mais je crois qu'en français, ça s'appelle le Petit Livre Rouge. Et donc, c'est un autre nom. C'est un autre nom. Oui. C'est un ronchon. Oui. Petit livre rouge. Voilà, donc on est aussi présent sur celui-là. Et puis, alors après, tout ce que je vous dis nous a été aussi recommandé par nos agences, mais il y a quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle les calls, les Key Opinion Leaders, donc qui peuvent être des influenceurs sur des réseaux sociaux ou des designers, ce genre de choses, et avec lesquels il faut nouer des partenariats sur leur propre page ou pour faire une action pour développer la notoriété de la marque. Donc voilà, c'est à la fois une stratégie, je dirais, multi-réseau, et aussi d'utiliser ces influenceurs et ces key opinion leaders qui sont très importants sur cette zone, parce que les consommateurs chinois sur des marques certes européennes, donc il peut y avoir de l'attrait, mais sur des marques qu'ils ne connaissent pas, ils ont besoin d'avoir la réassurance, la confirmation d'autres consommateurs ou d'influenceurs qui leur confirmer qu'ils peuvent aller sur ce type d'achat en confiance. Voilà. Merci beaucoup. Je vais conclure ce webinaire et merci à tous de votre participation active. Pour vous donner peut-être rendez-vous sur les 2 derniers webinaires de la série demain et après-demain. Demain, on reparlera d'une autre zone importante à la 2e mondiale, c'est l'Amérique du Nord. Comment profiter des opportunités de la relance. Et puis vendredi, on clôturera cette semaine de l'international avec un webinaire dédié à la gestion de votre BFR à l'international, besoin de financement évidemment important. Il me reste aussi à vous dire qu'en marge de ces webinaires, vous avez la possibilité de participer à ce qu'on appelle des business talks, donc des rendez-vous business personnalisés avec les experts LCL, nos responsables pays et nos responsables de zone. Si vous avez un problème et un projet spécifique, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.